Bonjour à tous, dans cette vidéo nous nous retrouvons pour la correction du brevet d'Amérique du Nord du 29 mai 2024. Donc un sujet tout récent qu'on va regarder ensemble qui était composé de 5 exercices. Donc le premier exercice, vous aviez 5 affirmations et vous deviez justifier si ces affirmations étaient vraies ou fausses. Donc on commence tout de suite. Donc voici 5 affirmations pour chacune d'entre elles, dites si elles sont vraies ou fausses. On rappelle que chaque réponse doit être justifiée, ça c'est important. Donc on ne peut pas se contenter de mettre vrai ou faux. Voici les prix en euros d'un vêtement relevé dans différents magasins. 12 euros, 15 euros, 10 euros, 7 euros, 13 euros. Donc par rapport à cet énoncé, vous aviez deux affirmations. L'affirmation A, la moyenne des prix est 11,40 euros. Et l'affirmation B, la médiane des prix est 10 euros. Donc pour l'affirmation A, ça va être assez simple. On va faire la moyenne. On y va. On y va. 12 plus 15 plus 10 plus 7 plus 13. Et on divise par combien? On divise par le nombre de magasins, c'est-à-dire 5. Alors on peut le faire de tête. 13 et 7, 20 et 10, 30, 45. Et ça nous faisait 57. Donc 57 divisé par 5. Ça nous faisait combien? Ça nous faisait bien 11,40 euros. Donc l'affirmation A est vraie. Affirmation B, la médiane des prix est 10 euros. Alors il y en a beaucoup qui ont peut-être répondu vrai. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se souviennent que la médiane, on prend la série, on regarde au milieu. Mais avant de ça, il y a quelque chose à faire qui est important, c'est de ranger les valeurs de la série dans l'ordre croissant. Et pour le moment, elles ne sont pas dans l'ordre croissant. Donc on commence par faire quoi? Alors en premier, on a quoi? On a 7. Ensuite, on a 10, ensuite on a 12, puis 13, puis 15. Je les range dans l'ordre 300, voilà ce que ça fait. D'accord, la valeur médiane, ça va être combien? Ça va être 12, puisque l'effectif il est de 5. D'accord, je partage à la moitié, je suis où? Je suis sur la troisième valeur. Donc, on va dire le prix médian est de 12 euros et non 10 euros. On passe au petit 2 à l'affirmation C. Lors d'un entraînement, une élève court 20 mètres en 6 secondes et on vous demandait de justifier. Est-ce que lors de cet entraînement, sa vitesse moyenne était de 14 km/h? Alors, on a plusieurs moyens de répondre à cette question. On pourrait se dire, tiens, 20 mètres en 6 secondes. On peut l'écrire comme ça. 20 mètres pour 6 secondes. Et nous, on veut savoir combien ça va faire de kilomètres ou de mètres déjà en 1 heure. 1 heure, c'est quoi? C'est 3600 secondes. Si vous connaissez ça, regardez. Qu'est-ce que c'est 3600 par rapport à 6? C'est 6 fois 600. Donc, j'ai 600 fois plus. Ici, qu'est-ce que je fais? Je multiplie aussi par 600 en haut. Qu'est-ce que ça me fait? 6 fois de 12. Je remets mes zéros. Ça me fait 12 000 mètres en 3600 secondes. Et 12 000 mètres en 3600 secondes, ça veut dire quoi? 12 km en 1 heure. D'accord? Soit 12 km par heure. Donc, la vitesse moyenne, elle n'était pas de 14 km/h, elle était simplement de 12 km/h. Donc, l'affirmation C est fausse. D'accord?
la vitesse n'est que de 12 km par seconde. Alors, autre méthode possible, on pouvait calculer la vitesse en mètres par seconde en faisant 20 divisé par 6. Alors attention, 20 divisé par 6, vous n'allez pas trouver un résultat exact. Hein. Vous allez trouver du 3,333333, d'accord. Et une fois que vous avez le nombre de mètres par seconde parcouru, vous pouvez multiplier après par 3600, d'accord. Et vous convertirez en kilomètres par heure. Alors attention, selon comment vous procédez, si vous dites ça fait environ 3,33 et que vous repartez de ce résultat, vous n'allez pas tomber exactement sur 12. Vous avez la chance que dans cet exercice, les valeurs, elles sont bien différentes. Hein. Là, on va comparer 12, quelque chose à éventuellement, selon le résultat sur lequel vous tombez, ou du 11,99 à 14, donc c'est bien différent pour conclure. Vous pouviez, pour être sûr de votre résultat, 20 divisé par 6, c'est comme 10 divisé par 3. Vous laissez le résultat de 10 tiers et vous multipliez votre 10 tiers par 3600. Vous allez trouver le nombre de mètres et après, vous convertissez les mètres en kilomètres. D'accord? Si vous avez fait directement à partir du résultat de votre calculatrice, si vous avez fait 20 divisé par 6 sur votre calculatrice et que vous avez repris le résultat de votre calculatrice, il se peut que vous ne compreniez pas pourquoi, mais vous êtes bien arrivé à 12 000. D'accord? Pourquoi? Si vous avez fait le résultat de 20 divisé par 6 multiplié par 3600 sur votre calculatrice, vous êtes bien arrivé par 12 000 parce qu'en fait, le résultat qui est enregistré, c'était 20 divisé par 6 sur votre calculatrice et vous avez réutilisé ce résultat-là. D'accord? Et dernière possibilité, vous aviez aussi la possibilité d'utiliser un tableau de proportionnalité. Vous dites 20 mètres en 6 secondes, ça va faire combien de mètres en 1 heure, c'est-à-dire 3600 secondes. Vous faites votre égalité des produits en croix, d'accord? Et ça vous donnera 20 fois 3600 divisé par 6 et vous tombez encore sur votre 12 000 que vous convertissez ensuite en kilomètres. D'accord? Donc ça vous donne le nombre de kilomètres pour 1 heure et vous comparez. On continue avec la question 3, une petite question de probabilité. Une urne contient 15 boules indiscernables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reconnaître, au toucher numéroté de 1 à 15. Alors, affirmation D, la probabilité de tirer au hasard une boule sur laquelle apparaît un nombre premier est 7/15e. Alors, la meilleure des façons de procéder, c'est d'abord de chercher quels sont les nombres premiers entre 1 et 15. Donc, 1 n'est pas un nombre premier, ensuite on a quoi? On a 2, ensuite on a 3. 2, c'est le seul nombre pair qui est premier, donc on évite 4. Par contre, on a bien 5. Donc 6, on a dit ça ne marchait pas. On a 7. 8, ça ne marche pas. 9, ça ne marche pas parce qu'il est dans la table de 3. 10, non. 11 qui est premier. 12, ça ne marche pas. On a 13. Et c'est fini. Une fois qu'on a notre liste de nombres premiers, entre 1 et 15, on regarde, on en a quoi? On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 boules sur 15, d'accord, qui portent un nombre premier. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre premier est de 6/15e et non 7/15e. Donc, le piège était que probablement beaucoup d'élèves ont compté 1 comme nombre premier, mais 1 n'est pas un nombre premier. Alors, je suis d'accord que 6/15e, on aurait pu le simplifier, d'accord, en 2/5e, mais là, c'est juste comparé par rapport à 7/15e, d'accord? Donc, c'est pour dire si l'affirmation est vraie ou fausse, donc on se contente de ce résultat. Donc, l'affirmation D est fausse. Voilà pour le petit 3. Alors, la question 4, le triangle A'B', C' qui est ici
et l'image du triangle ABC par l'homothétie de centre O. Bon, le dessin n'est pas à l'échelle, bon, ça c'est important. L'affirmation E, l'aire du triangle A'B'C' est égale à 3 fois l'aire du triangle ABC. Alors, on se souvient d'une chose, c'est que si le triangle A'B'C' c'est l'image du triangle ABC par l'homothétie, ça veut dire que le triangle A'B'C' c'est quoi? C'est un agrandissement ou une réduction du triangle ABC. Alors ici, on nous dit quoi? Que le rapport, il est de moins 3. Alors le moins, il indique que par rapport à O, la figure, elle a fait un demi-tour. Et le 3, il indique que les longueurs de ma figure, elles ont été agrandies de combien? Elles ont été agrandies de 3. D'accord? Donc, on sait que A'B'C', c'est un agrandissement du triangle ABC de rapport 3. Par construction, hein, on sait que A'B'C' est un agrandissement du triangle ABC de rapport, attention, on enlève le moins, hein. Quand le rapport d'homothétie est négatif, on enlève le moins, donc ça nous donne le coefficient d'agrandissement. Et attention, lorsqu'on fait un agrandissement de rapport K, les longueurs sont multipliées par K, mais l'aire de la figure de départ, elle va être multipliée par K au carré. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que R de A'B'C', c'est égal à 3 au carré fois l'aire de ABC. C'est-à-dire combien? 3 au carré, c'est 9 fois l'aire de ABC. Et non 3 comme on nous le disait ici. Donc on va conclure. L'affirmation E et donc fausse. Voilà pour l'exercice 1. On passe tout de suite à l'exercice 2. Vous aviez un petit programme de calcul. Un programme de calcul qui se partage en 2 étapes. Et on vous disait, montrer que si on choisit 2 comme nombre de départ, le résultat à l'arrivée est 112. Je vais me servir de ma structure pour répondre à la question. Regardez comment vous auriez pu rédiger. Donc là, je vais le pousser un petit peu. Regardez, je prends mon nombre de départ qui est 2. Première étape, qu'est-ce que je fais à gauche? J'ajoute 2, donc ça fait 2 plus 2, 4. Hein, n'oubliez pas de mettre les résultats à chaque fois que vous faites un calcul. Ensuite, je prends mon résultat, je le multiplie par 4. 4 fois 4, 16. Donc là, ensuite, j'aurai à faire quoi? Multiplier les deux nombres. Donc ça, ce que j'ai obtenu à gauche et ce que j'ai obtenu à droite. Donc il faut d'abord que je fasse la partie de droite. J'ai toujours 2 comme nombre choisi au départ, je le multiplie par 5. Donc 2 fois 5, ça fait 10. Ensuite, je soustrais 3. 10 moins 3, ça fait 7. Donc là, j'ai mon résultat de gauche 16 et mon résultat de droite. Je dois faire quoi? Les multiplier ensemble. Donc je fais quoi? 16 fois 7. 16 fois 7, ça va me faire combien? 7 fois 10, 70. 7 fois 6, 42. Ça me fait 112. Donc je vais obtenir quoi? À l'arrivée, je vais obtenir 112. Donc, montrer que si on choisit 2 comme nombre de départ, le résultat à l'arrivée est 112. D'accord, c'est ce qu'on vient de voir. Si on choisit 2, on obtient bien donc le jour du brevet, vous pouvez le présenter comme ça ou dans l'autre sens, mais faites bien apparaître toutes les opérations que vous avez faites au fur et à mesure. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais avec moins 3 comme nombre de départ, c'était la question 2. D'accord?
Donc, je prends voilà, mon petit tableau, je vais faire la même chose, je prends moins 3. Si je fais dans ce sens comme ça, vous suivez bien les étapes. À gauche, j'ajoute 2. Moins 3 plus 2, ça nous fait moins 1. Ensuite, je prends mon résultat moins 1 et je le multiplie par 4. Ça me fait moins 4. Donc, je suis à moins 4 à gauche. Je garde le résultat pour tout à l'heure. À droite, je fais quoi? Je multiplie moins 3 par 5. Ça fait moins 3 fois 5. Ça nous fait moins 15. Ensuite, attention, je soustrais 3. Là, il y a souvent des erreurs. Moins 15, moins 3. Attention, j'ai moins 15 et je soustrais encore 3. Les négatifs s'ajoutent. Moins 15 plus moins 3, ça nous fait moins 18. Maintenant, je prends mes deux résultats et je les multiplie ensemble. Moins 4 fois moins 18. Alors, moins fois moins plus. 4 fois 18. Alors, 18 fois 2, 36 fois 2, ça nous fait 72. Donc, si on choisit moins 3 comme nombre de départ, on obtient 72 à l'arrivée. Voilà, on a déjà fait 2 questions, des points faciles à prendre, hein, puisque vous avez votre calculatrice, donc vous suivez bien le schéma, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors maintenant, on choisit x comme nombre de départ. Et attention, vous faisiez des propositions, donc il ne doit pas y avoir d'erreur, regardez bien. Si nous, on s'entraîne, on prend x au départ, on l'envoie à gauche, ça fait quoi? Ajouter 2, ça donne x plus 2. Multiplié par 4, attention, c'est le résultat de x plus 2 qu'on doit multiplier par 4, donc on doit faire l'addition avant. Donc on pense à garder quoi? On pense à garder des parenthèses. 4 facteurs de x plus 2. À droite, ça va me donner quoi? J'ai x, je le multiplie par 5, ça donne 5x. Et je soustrais 3, ça me donne 5x moins 3. Donc maintenant, si je dois multiplier le résultat de gauche avec celui de droite, attention, je vais avoir 4 facteurs de x plus 2 que je vais multiplier avec tout ça, donc avec 5x moins 3. Ah, je pense bien rajouter des parenthèses. Donc, est-ce qu'il y a une expression qui permet d'obtenir le résultat? Alors attention, je vois que dans l'énoncé, on nous disait parmi les expressions suivantes, lesquelles au pluriel. Donc, ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui peuvent donner. Donc, est-ce qu'on peut avoir x plus 2 fois 4? Non. Le 4, attention, il est devant, il n'est pas simplement sur le 2. Donc ici, ça ne marche pas. Hein, même si ici, on a bien x fois 5 moins 3, celle-là, elle ne marche pas. Est-ce que celui-ci, ça marche? 4x plus 2, facteur de 5x moins 3. Non, puisque le 4, il est juste devant le x, ça ne marche pas. Alors, 4x plus 8, facteur de 5x moins 3. On a bien le 5x moins 3 qui est à droite. Ici, par contre, regardez, 4x plus 8. Comment je pourrais l'obtenir à partir de 4 facteurs de x plus 2 si je m'amuse à distribuer le 4, à développer? D'accord? 4 fois x, 4x plus 4 fois 2, ça fait 8. Donc 4x plus 8 facteur de 5x moins 3, ça marchait. L'expression d, elle marche aussi. Regardez, on a bien le x plus 2 qu'on multiplie par 4. Donc x plus 2 entre parenthèses fois 4. Et le tout, je le multiplie avec 5x moins 3. Donc l'expression d, elle marchait aussi. Voilà pour la question 3. Alors, question 4. Trouve les deux nombres de départ qui permettent d'obtenir 0 à l'arrivée. Expliquez la démarche. Alors, si je reprends mes expressions de tout à l'heure, je vais prendre l'expression C ou l'expression D. Peu importe, je pense que pour beaucoup, si vous êtes parti avec l'expression C, ça marche très bien. Je vous montrerai également que ça marchait très bien avec l'expression D, hein, parce que c'est simplement deux écritures différentes. Donc, on cherche x, je cherche les valeurs de x, telles que, d'accord,
qu'est-ce qu'on doit avoir? 4x plus 8, facteur de 5x moins 3, et on veut que le résultat il soit égal à 0. Donc on veut que 4x plus 8, facteur de 5x moins 3, égale à 0. On reconnaît quoi? On reconnaît une équation produit nul, d'accord? Ah là, on a un fois, d'accord, entre les parenthèses. Donc, on se souvient quoi? Que si un produit de facteurs est nul, ça veut dire quoi? Alors, au moins, l'un de ces facteurs est nul. Donc, soit c'est le facteur de gauche qui vaut 0, soit c'est le facteur de droite. D'accord? Soit c'est le 4x plus 8. Soit c'est le 5x moins 3. Et là, on a deux petites équations assez simples à résoudre. Donc, qu'est-ce que j'ai? 4x plus 8 égale 0. Je fais disparaître le 8, je fais moins 8 à gauche, donc moins 8 à droite. Ça me donne quoi? 4x égale moins 8. 4x, c'est 4 fois x. Moi, je veux la valeur d'un seul x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 4. Je divise par 4 à gauche. Je divise par 4 à droite. Et donc, je trouve que x égale à quoi? Égale à moins 2. Donc, une des premières solutions, c'est moins 2. Maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. 5x moins 3 égale à 0. Je fais disparaître mon moins 3. Je fais quoi? J'ajoute plus 3 à gauche, donc plus 3 à droite. Ça me fait 5x égale 0 plus 3, ben ça fait 3. J'ai la valeur de 5x. Comment je trouve la valeur de 1x? 5x, c'est x qui a été multiplié par 5. Donc, pour retrouver x, je divise par 5. Donc, je divise par 5 à gauche, je divise par 5 à droite. Et ça me fait x égale 0,6. Donc, quand vous demandez les deux nombres qui permettent d'obtenir 0, ce sont quoi? Ce sont moins 2 et 0,6, puisque ce sont les solutions de notre équation. D'obtenir 0 sont moins 2 et 0,6. Alors, j'avais laissé un peu de place à droite juste pour vous montrer que si vous preniez l'expression D, vous disiez x plus 2 fois 4 fois 5x moins 3 égale à 0. D'accord? C'était simplement une autre écriture de la même expression, mais si on utilisait la même propriété, d'accord? On a trois facteurs ici. On a x plus 2, on a 4 et on a 5x moins 3. Le 4, il est différent de 0. Donc, si le résultat de notre multiplication est égal à 0, ça veut dire quoi? Soit c'est x plus 2 qui vaut 0. D'accord? Et là, vous avez directement votre solution x égale moins 2. Soit c'est 5x moins 3 qui vaut 0. D'accord? Et celle-là, on l'a déjà résolue ici. Cette petite équation, ça nous donnait 0,6. Mais vous voyez que ça nous permettait d'obtenir encore plus rapidement les deux solutions. Alors, on a fini cette question 4. Il nous restait une dernière petite question pour cet exercice 2. Développer et réduire l'expression B. L'expression B, si on reprend le tableau, c'était quoi? C'était 4x plus 2 facteur de 5x moins 3. Donc, on reconnaît quoi? On reconnaît une situation de double distributivité, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on va distribuer 4x avec 5x avec moins 3. Et on va distribuer plus 2 avec 5x et avec moins 3. Alors, on y va. On va le détailler un petit peu. 4x fois 5x. Ici, 4x, je le distribue avec moins 3, donc ça sera négatif. 4x fois 3.
plus, et là c'est comme s'il y avait un plus devant, donc on garde plus, 2 fois 5x, et on termine, attention, plus 2 je le distribue avec moins 3, donc la règle des signes ça me donne moins, et 2 fois 3. Et maintenant on a juste à simplifier, allez, on simplifie nos produits, 4x fois 5x ça fait 20x au carré, moins 4x fois 3 ça fait 12x, plus 2 fois 5x, ça fait 10x. Et moins 2 fois 3, ça fait 6. On y est presque. On regroupe par famille pour réduire. X au carré, mais il n'y a qu'un seul terme, ça reste 20x au carré. Par contre, attention, moins 12x plus 10x, ça nous fait moins 2x. Et on finit par moins 6. Voici la forme développée réduite de l'expression B. On peut encadrer. Voilà. Et l'exercice 2 était terminé. Alors, l'exercice 3, qui était très intéressant. Un cinéma propose 3 tarifs. Le tarif classique, la personne paie chaque entrée 11 €. Le tarif essentiel, la personne paye un abonnement annuel de 50 €, puis chaque entrée ne lui coûte que 5 €. Et le tarif liberté, vous payez un abonnement annuel de 240 € et après, vous pouvez aller autant que vous voulez au cinéma. Alors, on vous disait, avec le tarif classique, une personne souhaite acheter 3 entrées au cinéma. Combien va-t-elle payer? Donc là, c'est une question où vous devez tous prendre les points. Ah, vous allez au cinéma, vous payez avec le tarif classique une entrée 11 €. Vous allez payer en tout 3 fois 11, 33. Donc, pour 3 entrées, avec le tarif classique, on n'oublie pas de faire des phrases réponses. D'accord? La personne paiera 33 €. Donc voilà pour la première question. Maintenant, on vous disait, avec le tarif essentiel, une personne souhaite aller 8 fois au cinéma, montrer qu'elle va payer 90 €. Alors, je rappelle que le tarif essentiel, c'est un abonnement annuel de 50 €, puis chaque entrée à 5 €. Donc là, regardez bien. Tarif essentiel. Je vais payer quoi? J'aurais payé mon abonnement à 50 €. Puis, si après je vais voir 8 films, je vais payer 8 fois 5 €, ce qui va me faire les 50 € que j'aurais investi au départ, plus 40 €, ça me fait bien 90 €. D'accord? Avec le tarif essentiel, une personne dépensera 90 € pour 8 films. Ou dépensera bien 90 € pour 8 films. Voilà. Alors, on n'hésite pas à détailler, même quand c'est des calculs très simples. Hein, si vous marquez directement TE égale 90 €, bah non. Vous devez montrer le calcul qui permet d'obtenir les 90. Voilà pour la question 2. Question 3. Donc, dans la suite, X désigne le nombre d'entrées au cinéma. On considère les 3 fonctions f, g et h suivantes. La fonction f qui a x associe 50 plus 5x. La fonction g qui a x associe 240. Et la fonction h qui a x associe 11x. Et on vous demandait d'associer sans justifier, ça c'est quand même important, chacune de ces fonctions au tarif correspondant. Alors, la fonction f, elle correspond à quoi? Au tarif classique, essentiel ou liberté? Dans quel cas on a 50 € plus 5 fois le nombre d'entrées? Bon, on l'a vu tout à l'heure, c'est quand on a calculé
pour les 8 entrées avec le tarif essentiel. On avait fait 50 plus 5 fois 8. Donc la fonction f, elle correspond au tarif essentiel. La fonction g, on voit que on a notre nombre d'entrées et on obtient toujours 240. Donc ça veut dire que peu importe le nombre d'entrées qu'on prend, on paye toujours combien? On paye toujours 240, ce qui correspond au tarif liberté. Donc la fonction g correspond au tarif liberté. Dernier cas, on a notre nombre d'entrées x et on paye toujours quoi? On paye toujours 11 fois x. On l'a vu, quand est-ce qu'on multipliait par 11? C'était dans le tarif classique, on multipliait notre nombre d'entrées par 11. Donc la fonction h correspond au tarif classique. Alors, avant de passer à la question 4, on observe juste que la fonction h, qui est définie par x associé 11x, est une fonction affine, mais surtout particulièrement une fonction linéaire. Donc, ce qui va avoir une importance quand même pour les représentations graphiques que l'on a dans la question 4, d'accord, qui permettait de vérifier aussi nos réponses. Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces trois tarifs. On nous dit quoi? La droite D1 représente la fonction correspondante au tarif classique. Donc le tarif classique, c'était x associé 11x. On voit que la représentation, d'accord, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. La droite D2 représente la fonction correspondant au tarif essentiel, donc c'est-à-dire les 50 plus 5x. Donc on voit bien qu'on a une droite, hein, d'accord, qui va passer par le point de coordonnées 0,50, hein, puisqu'on avait 5x plus 50, d'accord, leur donné à l'origine c'est 50, donc ça veut dire que la droite représentative elle va passer par le point de coordonnées 0,50. Et la droite D3, ben on voit que c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, normal, puisqu'on avait une fonction qu'on appelle une fonction constante, hein, qui est une fonction affine aussi, mais qui est une fonction constante. Le coefficient directeur est nul, donc on a une droite qui est toujours parallèle à l'axe des abscisses. Alors, la droite D3, donc ça c'est bon, elle représente le tarif liberté, on l'a dit. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées? Donc on se souvient, le cours de proportionnalité de 4e, graphiquement, comment se représente une situation de proportionnalité? Par une droite qui passe par l'origine du repère. D'accord, donc on va dire ça. Pardon. Donc la droite D1 passe par l'origine du repère. Elle est donc représentative d'une situation de proportionnalité. Alors on pouvait utiliser aussi les fonctions, hein, en disant que le tarif classique il se modélisait par une fonction linéaire et que les fonctions linéaires elles traduisent quoi? Elles traduisent des situations de proportionnalité. Voilà pour la question 4. Pour finir, qu'est-ce qu'on nous disait? Des petites questions à l'aide du graphique, c'était pas bien méchant. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue, donc purement lecture graphique. Avec 150 €, combien peut-on acheter d'entrée au maximum avec le tarif essentiel? Donc le tarif essentiel, on nous l'a dit, c'est la droite D2. Donc je prends mes 150 €, attention. Je viens ici, je trace mes pointillés, je vais jusqu'à D2. Hop.
et je descends. Bon, c'est pas très joli, mais je vois que le nombre d'entrées qui correspond, il est de 20. Donc, avec 150 euros, on peut acheter maximum 20 entrées. Avec le tarif essentiel. Question suivante. Alors, à partir de combien d'entrées le tarif liberté devient-il le plus intéressant? Donc, à partir de quand? On voit que déjà à partir de 22 entrées, le tarif liberté, il est plus intéressant que le tarif classique, d'accord, où on paye la place 11 euros. Et on continue. On voit que pour le moment, le tarif essentiel, il est toujours, pour un même nombre d'entrées, il est toujours plus bas que le tarif liberté. Jusqu'à combien? Jusqu'ici. On regarde pour 38 entrées. Donc, au-delà de 38 entrées, d'accord, à partir de 39 entrées, le tarif liberté, il devient plus intéressant. À partir de 39 entrées, d'accord, le tarif liberté devient le plus intéressant. Donc on voit que juste avant, ça suffirait. Alors on voit que jusqu'à 8 entrées, ce serait plus intéressant de payer ces places au fur et à mesure. Entre 8 et 38, c'est plus intéressant d'avoir le tarif essentiel. Et à partir de 39, une fois qu'on dépasse les 38, ça devient intéressant de prendre l'abonnement illimité. Alors pour finir, si on décide de ne pas dépasser un budget de 200 euros, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées? Donc regardez, j'ai 200 euros. D'accord? Si on n'a que 200 euros, déjà on oublie le tarif liberté, parce qu'on ne pourra pas se le payer à ce prix-là. Donc je regarde avec 200 euros. Je peux m'acheter combien de places à 11 euros, donc c'est-à-dire avec le tarif classique? Je peux en acheter 18. Maintenant, si je regarde avec le tarif essentiel, où est-ce que ça coûte? Tac, 200 euros. Ça correspond à combien? Ça correspond à 30 places. Donc avec 200 euros, c'est beaucoup plus intéressant de prendre le tarif essentiel puisqu'on pourra acheter 30 places. On se retrouve pour l'exercice 4. Alors pour l'exercice 4, pour gagner un petit peu de temps, j'aurais déjà préparé certaines corrections et après on en rédigera certaines ensemble. Alors monsieur et madame Martin veulent construire une terrasse en béton dans leur jardin. Ils souhaitent que leur terrasse ait une hauteur de 15 cm. Donc les représentations ci-dessous ne sont pas à l'échelle. Les figures qu'on vous donne, elles ne sont jamais à l'échelle en général. Donc voilà, vous avez une vue de la terrasse. Vous voyez que votre solide, votre terrasse, d'accord, c'est quel type de solide? C'est un prisme droit. Vous avez deux bases qui sont des trapèzes. Il y en a qui connaissent peut-être pas le trapèze. Donc dès que vous avez un quadrilatère avec deux côtés parallèles, c'est un trapèze. Donc on verra de toute façon s'il y a besoin de calculer, faire des calculs, comment on va résoudre le problème. Ce que vous devriez connaître, c'est le volume d'un prisme droit. On vous redonner la formule, R de la base fois la hauteur. Et on va voir qu'à partir de toutes les indications qui sont données ici, on va pouvoir répondre à toutes les questions. Alors ce genre d'exercice, c'est en général les exercices les moins bien traités par les élèves. Alors que si on prend le temps de bien regarder les informations qui sont données, il y a énormément de points à prendre.
regardez bien. Ici, première question, on vous a donné la vue du dessus de notre terrasse. Donc on peut modéliser la forme de notre terrasse par cette figure, donc qui est un trapèze. Et on verra pour des calculs, on pourra découper ça en un rectangle et un triangle rectangle. On vous demandait, première question, montrer que FJ, ici la longueur qui est ici, mesure 4 mètres. Alors on avait une information qui était importante, c'était que EFGH ici était un rectangle. Donc si EFGH est un rectangle, on connaît quoi comme propriété des rectangles? Les côtés opposés ont la même longueur. Donc ça veut dire que EF a la même longueur que AG, et AG on nous dit qu'il mesure 6 mètres. Donc EF égale AG égale 6 mètres. Comment on va pouvoir trouver la mesure de FJ? On connaît la longueur EJ. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 10 mètres. On va en déduire la longueur de EF qui mesure 6 mètres. Et ça nous donne quoi? EJ moins EF, 10 mètres moins 6 mètres. Ça nous donne bien quoi? Ça nous donne bien les 4 mètres recherchés. Voilà pour la question 1. À la question 2, on vous disait quoi? On vous disait, afin de pouvoir couler le béton, monsieur et madame Martin doivent délimiter la terrasse en installant des planches tout autour. Quelle longueur de planches doivent-ils acheter au minimum? On regarde, on connaît HE, on connaît HG, on connaît EJ. Par contre, il nous manque la longueur GJ. Comment on va pouvoir procéder? On fait un petit peu le point sur ce qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre? On vient de voir que FJ, ça faisait 4 mètres. On ne l'a pas calculé pour rien. D'accord? On a HE qui mesure 3 mètres, donc on peut aussi en déduire GF. Et là, on va apparaître quoi? On a un triangle rectangle, on connaît les longueurs des deux côtés de l'angle droit, donc on connaît 2 longueurs sur 3. Grâce à quoi? Grâce au théorème de Pythagore, on a vu qu'on pouvait calculer la 3e longueur manquante. Donc on y va, on dit le triangle GFJ est rectangle en L, donc d'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse, c'est GJ, donc on va dire GJ au carré égale FJ au carré plus FJ au carré. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 3 au carré plus 4 au carré. On fait nos calculs, 3 fois 3, 4 fois 4, ça donne 9 plus 16. Et ça nous donne quoi? GJ au carré égale 25. Maintenant, je cherche quel est le nombre positif dans le carré 25. Comment je vais trouver la longueur de GJ? Je fais racine carrée de 25, ça me donne 5. Donc, je viens de trouver que la longueur de l'hypoténuse, ici, c'était 5 mètres. Donc attention, je n'ai pas fini. Je vous rappelle qu'on voulait savoir quelle est la longueur de planche qu'on doit acheter pour mettre autour ici, pour pouvoir couler notre béton. Donc on a quoi? 3 mètres, 6 mètres, 5 mètres, plus 10 mètres. On va rédiger tout ça. Donc la longueur, ça va être quoi? EH plus AG plus GJ plus JE. 3 mètres plus 6 mètres plus 5 mètres plus 10 mètres. Ça nous fait 24 mètres. Et on répond que monsieur et madame Martin doivent acheter 24 mètres de planche au minimum. On passe ensuite à la question 3. À la question 3, attention, on voulait calculer maintenant le volume de notre dalle de béton. Donc, le volume de la terrasse. Monsieur et madame Martin souhaitent réaliser 4 mètres cubes de béton, montrer que le volume de la terrasse est bien inférieur à 4 mètres cubes. Alors, on vous rappelait la formule pour calculer le volume d'un prisme droit, R de la base fois la hauteur. Il faut déterminer, notre base, regardez, on nous la donne. Elle est ici, d'accord, et la hauteur, elle est de 15 cm entre nos deux bases. On voit bien les faces latérales qui sont des rectangles. Donc, regardez bien, soit vous connaissez l'air pour calculer le volume d'un trapèze, mais ce n'est plus au programme. Donc, il y a peu de chances que vous le connaissiez tous. Si vous la connaissez, tant mieux, vous pouvez l'appliquer directement. Sinon, comment on peut calculer l'air de ce polygone? Regardez, on va découper notre figure. Le découpage, il est même déjà fait. On sait que EFGH, c'est un rectangle. Et à côté, on l'a déjà utilisé. On a un triangle rectangle. R d'un rectangle, on sait le calculer. R d'un triangle rectangle, on sait le calculer aussi. Donc, pour calculer l'air de ma base, je vais faire quoi? L'air de EFGH plus l'air du triangle et GFJ. L'air d'un rectangle, longueur fois largeur, 3 mètres fois 6 mètres, ça nous fera 18 mètres au carré. Ici, côté fois hauteur divisé par 2 pour un triangle rectangle, c'est facile. On prend les deux côtés de l'angle droit. 4 mètres fois 3 mètres, on les multiplie. Puis après, on n'oublie pas surtout de diviser par 2. 4 fois 3, 12 divisé par 2, ça nous fait 6. Donc on ajoute nos 18 mètres carrés avec nos 6 mètres carrés, ça nous fait une surface de 24 mètres carrés pour la base. Attention pour le volume R de la base fois la hauteur, on nous rappelle la formule.
Ici, on a des mètres carrés, donc la hauteur, elle doit être en quoi? Elle doit être en mètres. Donc, on pense à convertir nos 15 cm en mètres. Ça fait 0,15 mètres. Et après, on y va. Le volume du béton, c'est quoi? R de la base fois la hauteur. Je fais 24 mètres carrés fois 0,15 mètres. Et je trouvais 3,6 mètres cubes, qui est bien inférieur à 4 mètres cubes. Il nous suffisait de conclure, le volume de la terrasse est de 3,6 mètres cubes et est donc bien inférieur à 4 mètres cubes. Voilà pour cette question. On continue par la suite. Petit b, sachant que pour faire 1 mètre cube de béton, il faut 250 kg de ciment. Quelle masse de ciment en kilogrammes doivent-ils acheter pour réaliser 4 mètres cubes de béton? Donc là, simplement, petite application de la proportionnalité. Si 1 mètre cube me permet de faire 250 kg, 4 mètres cubes, c'est 4 fois plus. Donc je ferai 4 fois plus de ciment. 4 fois 250 kg, ça fait 1000 kg. Et il vous suffit de faire la conclusion. Pour 4 mètres cubes de béton, il faudra acheter 1000 kg de ciment. Voilà pour le petit b. Petit c. Alors attention, pour faire du béton, on va mélanger quoi? On ajoute de l'eau à un mélange de ciment, de gravier et de sable. Dans ce mélange, les masses de ciment, gravier et sable sont dans le ratio 2 pour 7 pour 5. Déterminer en kilogrammes la masse de gravier et la masse de sable nécessaire pour réaliser les 4 mètres cubes de béton. Alors, un ratio de 2 pour 7 pour 5, comment on peut le représenter? On fait un mélange. Quand je mets 2 doses de ciment, je mets 7 doses équivalentes de gravier et 5 doses équivalentes de sable. Comme si je faisais un cocktail. D'accord? Bon, mais mes 2 doses de ciment, elles représentent quoi? Elles représentent 1000 kg. Donc moi, je vais savoir combien ça fait une dose. Une dose, 1000 kg divisé par 2, ça fait 500 kg. Une dose, 500 kg. J'ai combien de doses de gravier? 7. 7 fois 500, 3500 kg. J'ai combien de doses de sable? 5 doses. 5 fois 500 kg, ça fait 2500 kg. Et donc là, après, il nous restait juste à conclure. J'ai besoin de 1000 kg de ciment. Combien? 3500 kg de gravier et 2500 kg de sable. Voilà pour cette question. Après, on aurait pu aussi essayer d'écrire autrement le rapport. Un ratio de 2 pour 7 pour 5. Je veux comparer, toujours pareil, mais autrement retrouver par rapport à une dose de ciment. Quel est le lien? Si je prends qu'une dose de ciment, on est dans de la proportionnalité dans les ratios. Je prends 2 fois moins de chaque, d'accord? Donc si je prends qu'une seule dose de ciment, j'ai divisé par 2. Je divise par 2 la quantité de gravier et la quantité de sable. Ça me donne un ratio de 1 pour 3,5 pour 2,5. Donc quand on regarde par rapport au ciment, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut 3,5 fois plus, d'accord, de gravier et il me faut 2,5 fois plus de sable que de ciment. D'accord? Et donc là, si j'ai 1000, 3,5 fois plus, ça nous fera bien le 3500 et ça nous fera bien ici le 2500. Regardez. Hop. 1 pour 3,5 pour 2,5, ça donne bien du 1000 pour 3500 pour 2500. D'accord? Voilà pour cette question. Pour finir cet exercice, on vous disait quoi? On vous disait, monsieur et madame Martin souhaitent peindre la surface supérieure de la terrasse. Donc on a vu qu'une base, d'accord? On a vu que la surface de la terrasse, elle était de combien? Elle était de 24 mètres carrés tout à l'heure. On verra si ça va nous servir. À l'aide des documents 1, 2 et 3, déterminer le type et le nombre de pots nécessaires pour effectuer ces travaux et ce qui est important, avec un coût minimum. Donc on voit que la peinture, elle est proposée en litres, par pot de 5 litres ou par pot de 10 litres. Un pot de 5 litres, c'est 79,90 €. Un pot de 10 litres, c'est 129,90 €. Ce qui semble plus intéressant quand même, a priori. Mais on voit, offre du mois, moins 50% sur le deuxième article identique. Et troisième information, 2 couches de peinture sont nécessaires. 1 litre de peinture permet de réaliser une couche de 5 mètres carrés. Alors, nous, on sait qu'on va devoir réaliser donc 2 couches de peinture. Notre surface à peindre, elle est de combien? Elle est de 24 mètres carrés. Donc, on va devoir peindre 2 fois 24 mètres carrés. En se souvenant, on a vu dans la question 2 qu'on avait une surface de 24 mètres carrés. Donc, on va peindre une surface de 2 fois 24 mètres carrés, 48 mètres carrés. Si je fais 48 divisé par 5, hein, combien j'ai de fois 5 mètres carrés dans 48 mètres carrés? C'est 9,6. Donc, il me faut 9,6 litres de peinture, d'accord? À 5 mètres carrés par litre, ça me donne un total de 9,6 litres de peinture nécessaire pour peindre mes 48 mètres carrés.
Bon, alors on ne peut pas acheter précisément 9,6 litres. On a dit que la peinture elle est vendue par pot de 5 litres ou par pot de 10 litres. Bon, ben, un pot de 10 litres ça pourrait suffire. On sait qu'on va payer 129,90 €. Maintenant on veut voir ce qui est le plus intéressant. Est-ce que c'est le plus intéressant si je prends deux pots de 5 litres? Parce que je vous rappelle que sur le deuxième pot il y a une réduction de 50%. Donc on fait nos calculs. Regardez bien, si monsieur et madame Martin achètent deux pots de 5 litres, cela leur coûtera combien? 79,90 € pour le premier pot, plus, si j'ai 50% sur le deuxième, je le paye à moitié prix. Donc 79,90 € divisé par 2. Donc 79,90 plus 39,95 €, la moitié du deuxième, ça me donne un total de 119,85 €. Et c'est beaucoup plus intéressant que d'acheter un pot de 10 litres. Donc avec la réduction, il est moins onéreux d'acheter deux pots de 5 litres plutôt qu'un pot de 10 litres. Voilà la réponse à cette question et l'exercice 4 était terminé. On termine ce brevet d'Amérique du Nord par l'exercice 5. Dans cet exercice, on considère la figure codée ci-contre. Les points A, C et E sont alignés. Les points B, C et D, les points B, C et D sont alignés. AB égale ici 240 mm et CE 80 mm. Et on vous demandait, première question, montrer que le triangle ABC est équilatéral. Alors, le triangle ABC il est équilatéral, pourquoi? Tout simplement, on voit d'après les codages que c'est un triangle isocèle. D'accord? Il est isocèle en C et on voit que CAB mesure 60 degrés. Donc ça veut dire aussi que ABC mesure 60 degrés. Or, vous vous souvenez peut-être en cinquième, vous avez vu que si un triangle isocèle avait un angle de 60 degrés, il était forcément équilatéral. Alors si vous vous en souvenez pas, de toute façon ça se montre aisément. On a dit qu'on a déjà deux angles de 60. On sait que la somme des mesures des trois angles d'un triangle, ça fait toujours 180 degrés. Si on fait 180 degrés moins 2 fois 60, il va nous rester quoi? 180 degrés moins 120, ça fait 60. Ceux qui s'en souviennent, vous avez le droit d'utiliser qu'un triangle isocèle qui a un angle de 60 degrés, c'est un triangle équilatéral. Sinon, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser, je pense, la méthode qui vous aurait le plus inspiré. Donc, on va dire ABC est un triangle isocèle en quoi? Il est isocèle en C, c'est le sommet principal, nous partons des deux côtés qui ont la même longueur. Là on a les deux angles identiques, ce sont les angles à la base. Donc CAB égale ABC égale 60 degrés. Or, on se souvient que dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Donc pour calculer ACB, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ACB égale 180 degrés moins, alors directement puisqu'on a dit que les deux angles les avaient la même mesure, on peut faire moins 2 fois ABC ou CAB, c'est les mêmes. Ok, donc ça fait 180 moins 2 fois 60 degrés, ça fait 180 moins 120, ce qui nous donne 60. Notre triangle ABC a donc trois angles de 60 degrés, et d'après ce que vous avez vu les années précédentes, c'est bien un triangle équilatéral. On passe à la question suivante. Alors attention, partie à montrer que les droites DE et AB sont parallèles. Alors on est toujours dans la partie A, montrer que les droites DE et AB sont parallèles. Alors par rapport à l'énoncé, je pense que beaucoup d'entre vous seraient tentés d'utiliser la réciproque du théorème de Thalès, parce que vous avez les points qui sont alignés. D'accord, on sait que maintenant que les triangles ils sont équilatéraux, donc on a les longueurs. On pourrait très bien passer par ça. Mais il y a un moyen encore plus rapide que de s'embêter à utiliser la réciproque du théorème de Thalès. C'est les angles. Pourquoi les angles? Regardez.
Regardons, on repart. C'est utiliser les angles. On repart 2 ans en arrière. Regardez bien. Si je prolonge ma droite, je trace bien ma droite AB, je trace bien ma droite DE. Et là, je trace ma droite BD. Ça nous rappelle ce qu'on a vu en 5e. J'ai 2 droites qui sont coupées par une autre droite, qui sont coupées par une séquence. Et là, regardez les angles, par exemple, ces deux-là, mais j'aurais très bien pu prendre celui-là et celui-là. Donc on finissait par dire quoi? Les droites DE et AB sont coupées par la séquence DB et forment donc une paire d'angles. A, B, C et E, D, C qui sont alternes internes et surtout qui ont la même mesure, 60 degrés. Donc d'après ce qu'on a vu en 5e, on peut conclure que les droites DE et AB sont parallèles. Et c'était aussi simple que ça. Alors, à la partie B, on a des petites questions sur Scratch. On donne le programme suivant qui permet de tracer la figure précédente. Ce programme comporte une variable nommée côté. Les longueurs sont données en pas. Un pas représente 1 mm. On vous rappelle que l'instruction s'orienter à 90, c'est le lutin qui est à l'horizontale et qui part vers la droite. On voit qu'on a quoi? Le programme principal et un bloc triangle, d'accord? Le bloc triangle qu'on retrouve à l'intérieur du programme principal qui nous explique comment tracer le triangle équilatère. Donc, on va voir. Quelles sont les coordonnées du point de départ du lutin? Quand on lance le programme, on regarde, une fois que le drapeau est cliqué, première chose, aléa x, moins 180, y, moins 150. Donc, il va où notre lutin? Dès qu'on lance le programme, il va à moins 180, moins 150, tout simplement. Première question faite. Maintenant, quelle valeur doit être saisie à la ligne 4 dans le programme? Aucune justification n'est demandée. Par contre, on va compléter mettre côté à la ligne 4. Alors là, il faut être un petit peu malin, regarder un petit peu tout ce qu'il y a. On sait que le grand triangle, il a des côtés de longueur 240 mm, alors que le petit triangle, il a des côtés de longueur 80. On voit la ligne 8, que là, on a mettre côté à côté divisé par 3. Donc, si on réfléchit bien, 80, c'est un tiers de 240. Si on programme ici à côté à une longueur divisée par 3, ça veut dire que d'abord, on a commencé par la grande. Donc, mettre côté A, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre tout simplement 240. Il faut saisir 240. D'accord? Les 240 pas, ils sont équivalents aux 240 mm. Le lutin démarre à la case D8. D'accord, on est ici. Dans quel cas se trouve-t-il lorsqu'il vient d'exécuter la ligne 7 du programme? Alors regardez bien, on vient de dire quoi? On a programmé, on est ici, on a mis 240. En plus, on vous donne la réponse à la question précédente si vous êtes un peu malin, puisqu'on veut tracer le grand d'abord. Donc, on trace le grand, on revient ici, on s'est remis en position de départ. Puisqu'on a retourné en dernier, 220. On est là, qu'est-ce qu'on fait? On tourne de 60. Donc, le lutin, il regarde comme ça, il avance de 240, il va se retrouver ici. Donc attention, on vient d'exécuter la ligne 7, d'accord? Donc je viens d'avancer de 240 pas, donc je me retrouve où? Je me retrouve en G3. Après exécution, d'accord, de la ligne 7, je me retrouve en G3. On finit avec la dernière question. Vous demandez, expliquez l'instruction côté divisé par 3 de la ligne 8 du programme pour le tracé de la figure. Donc, on sait que le grand triangle, c'est un triangle équilatéral de côté, de longueur 240 mm. Le petit triangle, c'est toujours un triangle équilatéral, d'accord? Mais de côté de longueur 80 mm. Quand on va devoir programmer le tracé du petit triangle, il faut donc que la valeur de côté, elle soit combien de fois plus petite? 3 fois plus petite, d'accord? Tout simplement, on peut expliquer que 240 mm divisé par 80 mm, c'est égal à 3. Donc on va dire quoi? Le triangle DEC est une réduction du triangle ABC de rapport 3
D'accord? Donc, d'où le côté divisé par 3. D'accord? « 240 millimètres par 3 pour obtenir 80 millimètres. D'accord? Ça, le changement, il se fera automatiquement. Vous n'avez pas besoin de reprogrammer tout un programme triangle. D'accord? Ok? Voilà pour cet exercice et pour cette correction du brevet d'Amérique du Nord. Donc, bon courage à ceux qui sont encore en préparation des épreuves de fin d'année. Bonnes vacances à ceux qui ont passé les épreuves et à bientôt.